En 2024, tard dans la nuit, dans son bureau à Phoenix, en Arizona, l'experte en criminalistique numérique Rachel Monroe était plongée dans son travail. Elle passait au crible les données récupérées du smartphone de sa sœur Nathalie, un appareil retrouvé endommagé au fond du Grand Canyon 5 ans plus tôt. Rachel avait demandé à récupérer le téléphone des scellés après que l'affaire eût été officiellement classée. La police locale avait conclu à un tragique accident de randonnée pour la disparition de Nathalie Brooks et de son petit ami, Brandon Ellis. Affaire classée. La famille avait pu faire son deuil, mais pas Rachel Monroe. En tant que spécialiste de l'investigation numérique pour le FBI, Rachel savait que les appareils endommagés recelaient souvent des secrets que les enquêtes initiales laissaient échapper. Elle avait amélioré des centaines de fichiers apparemment corrompus, récupéré des messages supprimés qui avaient résolu des affaires et trouvé des miettes de pain numériques qui avaient mené à la justice. Le téléphone de Nathalie ne ferait pas exception. Le 15 mars, à 23h47, Rachel parvint à récupérer une photo qui allait tout changer. C'était le dernier selfie de Nathalie et Brandon, pris à Hopi Point à 15h47, le jour de leur disparition. Mais lorsque Rachel améliora l'image et ajusta le contraste, quelque chose lui glaça le sang. Ils n'étaient pas seuls. À une dizaine de mètres derrière le couple, partiellement dissimulé par l'ombre et les formations rocheuses, se découpait la silhouette d'un homme. Il ne posait pas pour une photo de touriste, ni n'admirait la vue sur le canyon. Son attitude était différente, délibérée. Il observait. La silhouette semblait porter des vêtements sombres et un chapeau à large bord. Sa position n'était pas due au hasard. Il était placé de manière à avoir une vue imprenable sur Brandon et Nathalie, tout en restant caché à leurs yeux par les formations rocheuses naturelles. Les mains de Rachel tremblaient, tandis qu'elle affinait encore les paramètres de l'image. L'horodatage confirmait que la photo avait été prise à 15h47, le 14 septembre 2019. Selon l'enquête officielle, c'était environ 20 minutes avant que Brandon et Nathalie ne soient vus vivants pour la dernière fois. Mais c'est là que l'expertise de Rachel se révéla inestimable. Elle remarqua un détail que les premiers enquêteurs avaient manqué. Les métadonnées montraient que ce n'était pas une simple photographie. Les réglages de l'appareil photo avaient été automatiquement ajustés pour des conditions d'éclairage optimales, ce qui signifiait que l'intelligence artificielle du téléphone avait détecté plusieurs sujets dans le cadre. Le téléphone savait qu'une troisième personne était présente. Rachel appela immédiatement l'inspecteur James Harrison, l'enquêteur principal sur l'affaire de sa sœur. Harrison était hanté par l'issue non concluante de l'enquête. Trop de questions, trop peu de réponses. « Inspecteur Harrison, c'est Rachel Monroe. Il faut que vous voyiez quelque chose. » Cette nuit-là, lorsque Harrison arriva au bureau de Rachel à 1h30 du matin, il fixa la photographie améliorée pendant plusieurs minutes sans un mot. Finalement, il leva les yeux vers Rachel avec une expression qu'elle reconnaissait de son propre travail. Le moment où une affaire classée redevient brûlante. « Ça change tout, » dit Harrison à voix basse. « Mais, Rachel, vous devez comprendre ce que cela signifie. S'il y avait quelqu'un d'autre là-bas, si quelqu'un observait ma sœur et Brandon, alors leur mort n'était pas un accident, » termina Rachel. Harrison hocha sombrement la tête. « Et si cette personne est responsable de ce qui leur est arrivé, il y a autre chose que nous devons considérer. Quelque chose qui va rendre cette enquête bien plus vaste qu'une simple disparition de couple. Que voulez-vous dire ?» Harrison sortit son téléphone et montra à Rachel un dossier intitulé « Grand Canyon, disparition non élucidée, 2008-2024 ». Le dossier contenait 16 fichiers. Votre sœur et Brandon n'étaient pas le premier jeune couple à disparaître du Grand Canyon dans des circonstances mystérieuses. Ils n'étaient que les plus récents.
Rachel sentit la pièce tourner. 16 dossiers, 16 disparitions non résolues sur plus de 15 ans. Vous êtes en train de me dire qu'un tueur en série sévit au Grand Canyon depuis plus d'une décennie? Je vous dis que demain matin, nous rouvrons non seulement l'affaire de votre sœur, mais chaque disparition inexpliquée des 16 dernières années. Et, Rachel, je vais avoir besoin de votre expertise pour examiner chaque élément de preuve numérique que nous possédons. Alors que Harrison s'apprêtait à partir, il se tourna vers Rachel avec une dernière observation qui la hanterait pendant des mois. La position de cette silhouette sur la photo de votre sœur. Il ne les observe pas au hasard. Regardez sa posture, son positionnement par rapport aux balises du sentier. Il sait exactement où ils vont passer. Ce n'était pas opportuniste. C'était planifié. Le lendemain matin, Rachel prit un congé de ses fonctions habituelles au FBI. Elle avait une nouvelle mission. Retrouver l'homme qui chassait des couples dans le parc national, le plus visité d'Amérique depuis plus de 15 ans. Mais ce que Rachel ne savait pas encore, c'est que la silhouette sur la photo de sa sœur avait laissé des signatures similaires dans d'autres affaires. Des miettes de pain numérique qui révéleraient non seulement son identité, mais aussi sa méthode tordue pour sélectionner ses victimes. Il les traquait pendant des jours avant de passer à l'acte, mettant en scène leur mort pour la faire passer pour un tragique accident. L'observateur du canyon, comme on l'appellerait plus tard, avait perfectionné sa technique pendant des années, mais son obsession pour la documentation de ses chasses finirait par causer sa perte. Brandon Ellis avait 28 ans quand il est mort, mais sa vie commençait à peine à prendre forme de la plus belle des manières. Ingénieur logiciel pour une start-up d'énergie renouvelables à Denver, Brandon avait passé l'année précédente à concevoir des algorithmes pour optimiser l'efficacité des panneaux solaires dans différentes régions géographiques. Ses collègues le décrivaient comme brillant, mais humble. Le genre de personne qui restait tard pour aider un collègue à déboguer un code, puis déclinait tout crédit lorsque le projet réussissait. Natalie Brooks, 26 ans, avait créé un blog de voyage modeste, mais en pleine croissance, appelé Wandering Brooks, axé sur le tourisme durable et les trésors cachés des parcs nationaux américains. Elle avait 35 000 abonnés qui aimaient son approche authentique du voyage. Pas de photos mises en scène pour Instagram ou de partenariats avec des hôtels de luxe, juste de l'exploration sincère et une conscience écologique. Brandon et Nathalie s'étaient rencontrés 18 mois plus tôt lors d'un symposium sur le changement climatique à Boulder. Leur première conversation avait duré 4 heures, abordant tout, de la technologie renouvelable aux pratiques de voyage responsables. À la fin de la conférence, ils savaient tous les deux qu'ils avaient trouvé quelque chose de spécial. Leur relation était bâtie sur des valeurs partagées et des compétences complémentaires. La précision technique de Brandon équilibrait la spontanéité créative de Nathalie. La passion de Nathalie pour l'environnement inspirait le travail de Brandon sur les technologies durables. Ils projetaient un avenir commun, fait de mariages et de projets collaboratifs pour promouvoir un mode de vie éco-conscient. Le voyage au Grand Canyon devait être leur première grande aventure ensemble, combinant l'expertise de Nathalie en matière de voyage avec les capacités de planification méticuleuse de Brandon. Ce dernier avait passé 3 semaines à rechercher les meilleurs itinéraires de randonnée, les conditions météorologiques et les lieux de photographie. Il avait créé des itinéraires détaillés avec des plans de secours pour divers scénarios. Il avait même programmé une application personnalisée sur leur téléphone qui fonctionnait hors ligne, fournissant des coordonnées GPS et des contacts d'urgence. Nathalie s'occupait de la partie narrative, planifiant des articles de blog et du contenu pour les réseaux sociaux qui mettraient en valeur la majesté du canyon tout en éduquant ses abonnés sur les principes du sans trace et les efforts de conservation du parc. Ils arrivèrent au parc national du Grand Canyon le 12 septembre 2019, prévoyant une visite de 4 jours qui inclurait à la fois des points de vue populaires et des sentiers de randonnée moins connus. Leurs 2 premiers jours se déroulèrent parfaitement. Des publications sur les réseaux sociaux les montraient à Matterpoint, Desert View
et Hermit's Rest. Les photographies de Nathalie capturaient à la fois les panoramas grandioses et les détails intimes, des fleurs sauvages poussant dans les crevasses des rochers, le jeu de la lumière et de l'ombre sur les parois du canyon, le sourire de Brandon désignant des formations géologiques. Mais quelqu'un d'autre documentait également leur voyage. Ce que les enquêteurs découvriront plus tard grâce à des images de sécurité améliorées, c'est que la même silhouette apparaissait à l'arrière-plan de multiples photos de touristes prises au cours de ces 2 premiers jours. Pas de manière évidente, il excellait dans l'art de rester en périphérie, se fondant parmi les autres visiteurs, gardant ses distances. Mais il était là, observant, apprenant leurs habitudes. Le 13 septembre, leur 3e jour, Brandon et Nathalie décidèrent d'explorer certaines des zones moins fréquentées que Nathalie avait repérées. Ils partirent tôt, parcourant des sections du Rim Trail que la plupart des touristes évitaient au profit des points de vue plus accessibles. Le dernier article de blog de Nathalie, mis en ligne à 14h15 le 14 septembre, disait « Jour 4 au Grand Canyon. Nous découvrons que les plus beaux moments surviennent lorsqu'on s'éloigne de la foule. Brandon a trouvé cette incroyable formation rocheuse qui encadre parfaitement les strates du canyon. La géologie ici raconte une histoire de plusieurs millions d'années. Parfois, il faut se perdre un peu pour trouver les plus belles découvertes. » Le message comprenait 3 photographies. Brandon désignant les couches rocheuses, un gros plan des strates géologiques et une vue large d'une zone appelée Hopi Point, qui ne faisait pas partie du circuit touristique principal. À 15h47, Brandon utilisa le téléphone de Nathalie pour prendre ce qu'il pensait être un simple selfie de couple au même endroit. Ils souriaient tous les deux, sincèrement heureux, avec le vaste canyon s'étendant derrière eux. Aucun d'eux ne remarqua la silhouette positionnée à une dizaine de mètres, partiellement dissimulée par les formations rocheuses naturelles. Les gardes du parc détermineraient plus tard que Brandon et Nathalie avaient été vus vivants pour la dernière fois vers 16h15 par une autre randonneuse. Elle se souvenait d'eux parce qu'ils aidaient un touriste âgé à retrouver son chemin vers le sentier principal. Ils avaient l'air d'un si gentil jeune couple, déclara le témoin, Margaret Chen, aux enquêteurs. Très poli, très bien informé sur la région. La jeune femme expliquait les différentes couches rocheuses au monsieur plus âgé, et le jeune homme lui montrait quelque chose sur son téléphone, probablement une carte ou un GPS. À 18h30, comme Brandon et Nathalie n'étaient pas revenus à leur hôtel, la réception commença à appeler leur chambre. À 20h, lorsqu'ils manquèrent leur réservation pour le dîner, la direction de l'hôtel contacta les gardes du parc. Les recherches commencèrent à l'aube, le 15 septembre. Ce que les sauveteurs trouvèrent était dérangeant par son caractère incomplet. Le téléphone de Nathalie fut découvert endommagé au fond d'un ravin, à environ 60 mètres en contrebas de Hopi Point. Le portefeuille de Brandon fut retrouvé à proximité, mais son téléphone ne fut jamais récupéré. Il n'y avait pas de corps, pas de traces de sang, pas de signes évidents de lutte. L'hypothèse de travail devint qu'il s'était approché trop près du bord en prenant des photos, cherchant peut-être un meilleur angle pour le blog de Nathalie. Un accident tragique, comme il s'en produit trop souvent dans les parcs nationaux, lorsque les visiteurs privilégient la photo parfaite à leur sécurité. Mais l'observateur du canyon, lui, savait. Il savait exactement ce qui s'était passé, car il en avait orchestré chaque instant. Et il perfectionnait cette technique depuis des années. La recherche de Brandon Ellis et Nathalie Brooks devint l'une des opérations de sauvetage les plus vastes de l'histoire du parc national du Grand Canyon. 24 heures après leur disparition, plus de 60 personnes étaient mobilisées, incluant des gardes du parc, des équipes de recherche et de sauvetage, des hélicoptères et des unités spécialisées en sauvetage en falaise. La coordinatrice des opérations, Maria Santos, avait supervisé des centaines de missions au cours de ses 15 ans de carrière au Grand Canyon, mais quelque chose dans cette affaire
lui semblait différent depuis le début. La plupart des cas de disparition dans le canyon entrent dans des catégories prévisibles, expliqua Santos aux médias le 3e jour des recherches. Urgence médicale, personnes perdues sur les sentiers ou, malheureusement, chute accidentelle. Mais Brandon et Natalie étaient des randonneurs expérimentés. Ils avaient un équipement adéquat et connaissaient les protocoles de sécurité du parc. Le périmètre de recherche s'élargit systématiquement. Des équipes descendirent en rappel dans les ravins, des sauveteurs inspectèrent des corniches inaccessibles et des hélicoptères utilisèrent l'imagerie thermique pour détecter tout signe de vie dans le vaste système du canyon. Le 18 septembre, 4 jours après la disparition, les chercheurs firent leur première découverte significative. Le téléphone endommagé de Natalie fut retrouvé coincé entre des rochers à environ 60 mètres en contrebas de Hopi Point, l'endroit de leur dernier selfie. L'écran du téléphone était brisé, mais l'appareil était en grande partie intact. Les gardes du parc le placèrent immédiatement sous scellé et contactèrent l'unité de criminalistique numérique du FBI. 6 heures plus tard, le portefeuille de Brandon fut découvert à une dizaine de mètres du téléphone. Il contenait son permis de conduire, ses cartes de crédit et 87 $ en espèces. Le vol n'était clairement pas un mobile, mais il n'y avait ni corps, ni autres effets personnels, ni traces de sang sur les rochers en amont. L'inspecteur James Harrison, du bureau du shérif du comté de Coconino, appelé en renfort pour son expérience des cas complexes de disparition, trouva l'ensemble des preuves troublants. Dans les cas de chutes accidentelles, nous trouvons généralement plus d'objets personnels éparpillés le long de la trajectoire de la chute, expliqua Harrison à la famille. Des sacs à dos, des bouteilles d'eau, des appareils photo, des choses qui se sépareraient du corps lors d'une chute de cette hauteur. La famille refusait d'accepter la thèse naissante de l'accident. Les parents de Natalie, David et Susan Brooks, vinrent de leur domicile à Portland et établirent un poste de commandement dans un hôtel local. Ils organisèrent des groupes de recherche bénévoles, créèrent des campagnes sur les réseaux sociaux et offrirent une récompense de 25 000 $ pour toute information. Le père de Brandon, Robert Ellis, utilisa ses relations en tant que policier à la retraite de Denver pour faire pression sur les enquêteurs afin d'obtenir une analyse plus approfondie. « Mon fils était une personne prudente », déclara-t-il aux journalistes. Il programmait des applications de sécurité, transportait des batteries de secours, partageait toujours sa position avec sa famille. Cela ne correspond pas à son caractère. Oh! La couverture médiatique s'intensifia au cours de la 2e semaine. Le blog de voyage de Natalie gagna plus de 100 000 nouveaux abonnés, les gens partageant ses publications et ses photos du Grand Canyon. Le hashtag #HelpFindBrandonAndNatalie devint viral sur les réseaux sociaux. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, l'imposante opération de recherche commença à être réduite. Sans nouvelles preuves ou témoignages crédibles, les ressources furent progressivement redirigées vers d'autres urgences. L'enquête officielle se concentra sur la reconstitution des dernières heures du couple. Les enregistrements de sécurité des postes d'entrée du parc, des centres d'accueil et des parkings furent minutieusement examinés. La chronologie montrait que Brandon et Natalie suivaient leur itinéraire prévu, jusqu'à environ 15 heures le 14 septembre. Après ce point, la piste se refroidit. Les enquêteurs interrogèrent d'autres visiteurs qui se trouvaient à Hopi Point cet après-midi-là. Plusieurs personnes se souvenaient avoir vu un jeune couple correspondant à leur description, mais personne ne se rappelait de quoi que ce soit d'inhabituel ou de menaçant. L'enquête buta sur un obstacle crucial lorsque le téléphone de Brandon ne put être localisé. Contrairement à l'appareil de Natalie, qui était tombé dans le ravin,
Le téléphone de Brandon semblait s'être complètement volatilisé. L'inspecteur Harrison trouva cela particulièrement suspect. Dans les scénarios de chute accidentelle, les objets personnels restent généralement groupés ou suivent des trajectoires similaires. Le fait qu'un téléphone ait été retrouvé alors que l'autre a disparu suggère la possibilité de l'intervention d'un tiers. Cependant, sans preuve matérielle d'un acte criminel, l'enquête s'orienta progressivement vers la thèse de l'accident. 3 mois après la disparition, le comté de Coconino classa officiellement l'affaire comme une mort accidentelle probable. La famille était anéantie, mais avait épuisé ses ressources et ses options. Dans son rapport final, l'inspecteur Harrison écrivit « Bien que les preuves soient circonstancielles, le scénario le plus probable est que Brandon Ellis et Natalie Brooks ont fait une chute accidentelle en prenant des photographies à Hopi Point. Le terrain difficile et les changements météorologiques rapides, courants dans la région du Grand Canyon, ont pu contribuer à leur décès. Sans la découverte de restes humains, cette affaire restera ouverte mais inactive, dans l'attente de nouveaux éléments. Le dossier fut rangé dans les archives du département du shérif, rejoignant des dizaines d'autres disparitions non élucidées dans les parcs nationaux américains. Mais l'inspecteur Harrison n'oublia jamais les incohérences lancinantes. Le téléphone manquant, l'absence d'effets personnels, l'état impeccable des objets qui avaient été retrouvés. Le plus troublant était un détail qu'il n'avait jamais inclus dans ses rapports officiels. Pendant l'enquête, il avait reçu un tuyau anonyme affirmant qu'un individu suspect avait photographié des visiteurs à divers endroits du canyon durant la semaine de la disparition de Brandon et Natalie. Harrison avait enquêté, mais n'avait trouvé aucune preuve corroborante. L'informateur avait refusé de donner ses coordonnées ou de se présenter pour un entretien. Pendant 5 ans, Harrison se demanda s'il n'était pas passé à côté de quelque chose de crucial, quelque chose qui aurait pu sauver d'autres vies. Il était sur le point de le découvrir. La découverte par Rachel Monroe de la mystérieuse silhouette sur la dernière photo de sa sœur déclencha l'enquête de criminalistique numérique la plus sophistiquée de l'histoire du Grand Canyon. Mais extraire des preuves exploitables d'un téléphone endommagé vieux de 5 ans nécessiterait des techniques qui existaient à peine lors de l'enquête initiale. Depuis son bureau, Rachel commença par créer plusieurs copies de sauvegarde des données récupérées. La puce mémoire du téléphone avait subi des dégâts dus à l'eau et à l'impact, mais les techniques de récupération modernes pouvaient extraire des informations que les technologies précédentes ne pouvaient pas atteindre. La première percée eut lieu lorsque Rachel utilisa l'analyse par imagerie spectrale, une technique développée pour la photographie satellite de la NASA, afin de séparer les différentes longueurs d'onde de la lumière dans la photographie. Cela révéla des détails invisibles à l'amélioration d'images standards. Sous l'analyse spectrale, la silhouette mystérieuse devint beaucoup plus nette. Rachel pouvait maintenant voir qu'il portait des vêtements de randonnée sombres, un chapeau à large bord, et semblait transporter un appareil photo professionnel avec un téléobjectif. Mais le détail le plus glaçant était sa posture. La silhouette n'observait pas le paysage nonchalamment ou n'attendait pas des amis. Son corps était orienté directement vers Brandon et Natalie, et ses mains étaient positionnées comme s'il manipulait son équipement photographique. Il les photographiait. Rachel passa les 48 heures suivantes à appliquer des techniques d'investigation avancées pour extraire chaque détail possible de l'image. Elle utilisa des algorithmes d'apprentissage automatique entraînés sur des bases de données de reconnaissance faciale, analysa les motifs des vêtements et examina même les angles des ombres pour déterminer l'heure et le positionnement précis. Les résultats dépeignaient une image troublante de traces calculées. D'après l'analyse des ombres, la photo avait été prise à exactement 15h47, ce qui correspondait à l'horodatage du téléphone.
Mais la position de la silhouette révélait quelque chose de plus sinistre. Il s'était placé à un endroit qui offrait une surveillance optimale, tout en restant caché à la vue du couple. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était l'œuvre d'un professionnel. Rachel appela l'inspecteur Harrison avec ses conclusions préliminaires, mais elle savait qu'ils avaient besoin de plus de preuves pour rouvrir officiellement l'affaire. C'est alors qu'elle décida d'examiner d'autres preuves numériques provenant des archives de l'enquête. Avec l'autorisation de Harrison, Rachel demanda l'accès à tous les appareils numériques et supports de stockage récupérés lors des recherches initiales. Cela incluait des cartes mémoire endommagées provenant d'appareils photo d'autres visiteurs trouvés dans la région, des enregistrements de systèmes de sécurité des installations du parc et même des images satellites du jour de la disparition. La deuxième percée vint d'une source inattendue, une carte SD endommagée trouvée près de la zone de recherche qui n'avait jamais pu être analysée avec succès. La carte appartenait à un photographe amateur nommé Gary Chen, qui visitait le canyon avec sa famille. L'appareil photo de Chen avait été endommagé lors des opérations de recherche initiales, et la carte mémoire était considérée comme corrompue au-delà de toute récupération. En utilisant les techniques avancées de récupération de données de 2024, Rachel réussit à extraire plus de 300 photographies de la carte mémoire de Chen. La plupart montraient des photos touristiques typiques de vue du canyon et de moments familiaux. Mais la photographie numéro 247 changea tout. Prise à 11h23 le 14 septembre, environ 4h30 avant le dernier selfie de Brandon et Nathalie, l'image montrait une autre zone du canyon. À l'arrière-plan, à peine visible parmi les formations rocheuses, se trouvait la même silhouette que Rachel avait identifiée sur la photo de sa sœur. Même vêtements sombres, même chapeau à large bord, même équipement photographique professionnel. Mais cette photo antérieure révélait quelque chose de crucial. La silhouette avait suivi Brandon et Nathalie pendant des heures, se déplaçant vers différents points de vue. Maintenant, une surveillance tout en restant indétectée. Les mains de Rachel tremblaient, tandis qu'elle améliorait encore l'image. Le visage de la silhouette était partiellement visible sous le bord du chapeau, montrant suffisamment de détails pour une analyse potentielle par reconnaissance faciale. Elle téléchargea immédiatement l'image dans la base de données de reconnaissance faciale du FBI, la croisant avec les délinquants connus, les employés du parc et les guides de canyon enregistrés. Le système renvoya 43 correspondances potentielles, mais un nom ressortit immédiatement. Marcus Timothy Vaughn, un photographe professionnel de 42 ans avec un historique de comportement dérangeant dans les parcs nationaux. Vaughn avait fait l'objet de 2 enquêtes pour photographie inappropriée de visiteurs du parc, mais les charges n'avaient jamais été retenues faute de preuves suffisantes. Son adresse enregistrée était à Flagstaff, en Arizona, à moins de 2 heures du Grand Canyon. Plus troublants encore étaient les détails de son passé. Vaughn avait été employé comme photographe indépendant pour divers magazines de plein air et avait des raisons légitimes de se trouver régulièrement au Grand Canyon pour des tournages commerciaux. Il avait l'accès, l'opportunité et un historique de comportement problématique. Mais l'enquête de Rachel révéla quelque chose d'encore plus sinistre. En utilisant des recherches avancées dans les bases de données, elle découvrit que Marcus Vaughn avait été présent au Grand Canyon durant les périodes correspondant à au moins 8 autres disparitions inexpliquées au cours des 12 dernières années. Le schéma était constant. De jeunes couples randonnant dans des zones peu fréquentées, à des périodes où Vaughn avait des contrats de photographie commerciale documentés dans la région. Rachel compila ses découvertes dans un rapport complet de criminalistique numérique qu'elle présenta à l'inspecteur Harrison le 22 mars 2024. Les preuves étaient circonstancielles, mais suffisamment convaincantes pour justifier la réouverture non seulement de l'affaire de sa sœur, mais potentiellement de dizaines d'autres.
Harrison étudia les photographies améliorées pendant des heures avant de prendre sa décision. Rachel, ce que vous avez découvert ici dépasse de loin la simple disparition de votre sœur. Si Marcus Vaughn opère comme un prédateur en série depuis plus d'une décennie, nous devons agir vite. Il est toujours là, dehors. Le lendemain, Harrison contacta l'unité d'analyse comportementale du FBI et demanda une enquête approfondie sur ce qui allait devenir l'affaire du gardien du canyon. Mais ni Rachel ni Harrison ne savaient que Marcus Vaughn était déjà au courant de leur enquête. Il surveillait les communications des forces de l'ordre grâce à un scanner radio obtenu illégalement, et il savait que son temps était compté. Le chasseur était sur le point de devenir la proie. L'unité d'analyse comportementale du FBI chargea l'agent spécial Sarah Chen de diriger l'enquête sur le gardien du canyon. Spécialisé dans les prédateurs en série opérant dans des lieux isolés, Chen reconnut immédiatement la planification sophistiquée évidente dans la méthodologie de Marcus Vaughn. « Ce n'est pas un tueur opportuniste », expliqua Chen au groupe de travail conjoint réuni à Phoenix. Les preuves suggèrent des années de préparation minutieuse, de sélection des victimes et de mise en scène. Nous avons affaire à quelqu'un qui a érigé le meurtre en une forme d'art. Le groupe de travail commença à examiner systématiquement chaque disparition inexpliquée au Grand Canyon depuis 2008. En utilisant les techniques de criminalistique numérique de Rachel Monroe, ils réexaminèrent des milliers de photographies, d'enregistrements de sécurité et de témoignages qui avaient été négligés lors des enquêtes initiales. Le schéma qui émergea était terrifiant dans sa régularité. Marcus Vaughn ciblait exclusivement les couples, se concentrant sur ceux qui répondaient à des critères spécifiques. De jeunes adultes séduisants, âgés de 22 à 35 ans, visitant le canyon sans grand groupe et montrant des signes de bonheur relationnel qui semblaient le provoquer. Le profil psychologique établi par Sarah Chen révéla une motivation troublante. Vaughn semblait être mu par un ressentiment envers les couples affichant leur affection en public. Son propre historique sentimental montrait de multiples relations ratées et des cas documentés de harcèlement envers d'anciennes partenaires. L'enquête mit au jour ces affaires s'étalant sur 15 ans, où des couples avaient disparu dans des circonstances presque identiques à celles de Brandon et Nathalie. 2009. Jessica Martinez, 24 ans, et David Kim, 26 ans. Vus pour la dernière fois à Desert View. Leurs effets personnels furent retrouvés endommagés au fond d'un ravin. Les corps ne furent jamais récupérés. 2012. Lisa Chen, 25 ans, et Robert Taylor, 27 ans. Un couple en lune de miel, disparu lors d'une randonnée privée. Seule l'alliance de Lisa fut retrouvée. La liste se poursuivait chronologiquement, chaque cas montrant l'évolution de la méthodologie de Vaughn et sa sophistication croissante. Ce qui rendait l'enquête particulièrement difficile était la présence légitime de Vaughn au canyon. En tant que photographe indépendant avec des clients commerciaux, il avait des raisons documentées d'être présent lors de chaque disparition. Ses permis de travail et ses dossiers de mission lui fournissaient des alibis parfaits. Mais l'équipe de l'agent Chen découvrit un élément crucial. Vaughn prolongeait souvent ses missions de photographie bien au-delà des dates prévues. Il arrivait des jours à l'avance et restait des jours après, utilisant ses accréditations professionnelles pour accéder à des zones réglementées et établir des postes de surveillance. La percée eut lieu lorsque les enquêteurs analysèrent les données des antennes relais des 5 dernières années. Les techniques modernes de criminalistique numérique pouvaient suivre rétroactivement les déplacements d'un appareil et identifier des schémas invisibles lors des enquêtes initiales. Les données révélèrent que lors de chaque disparition, un appareil inconnu avait été présent à proximité, avant, pendant et après les faits. Cet appareil utilisait des techniques d'anonymisation sophistiquées,
mais ces schémas de déplacement correspondaient à ceux d'une personne menant des opérations de surveillance. Plus troublant encore, ce même appareil balayait activement la zone à la recherche d'autres appareils, un comportement typique de quelqu'un identifiant des victimes potentielles par leur signature numérique. Vaughn utilisait la technologie pour chasser. L'analyse des preuves techniques par Rachel Monroe révéla toute l'étendue de sa méthode. Il arrivait au canyon des jours avant ses contrats officiels et identifiait des couples grâce aux géotags des réseaux sociaux et aux habitudes des visiteurs du parc. Ensuite, il suivait leurs appareils, apprenait leurs préférences de randonnée et se positionnait pour une surveillance optimale. Une fois ses victimes choisies, il les suivait pendant des jours, documentant leur routine et identifiant les opportunités. Les attaques se produisaient généralement lors de leurs derniers jours au canyon, lorsqu'ils étaient les plus détendus et les moins méfiants. Les preuves suggéraient que la méthode de Vaughn pour se débarrasser des corps était sophistiquée et bien rodée. Plutôt que de simplement pousser ses victimes du haut des falaises, il semblait utiliser une connaissance spécialisée de la géologie du canyon pour accéder à des zones où les restes ne seraient jamais retrouvés. Son enquête de personnalité révéla une formation en escalade, en spéléologie et en survie dans le désert, des compétences qui lui permettaient d'accéder à des recoins cachés du canyon, hors de portée des opérations de recherche standard. Mais la compulsion de Vaughn à documenter ses crimes allait s'avérer être sa faille fatale. Cachés dans des fichiers cryptés sur plusieurs comptes de stockage en ligne, les enquêteurs trouvèrent ce qui semblait être une collection de trophées. Des milliers de photographies de couples au Grand Canyon, beaucoup prises à leur insu. Les photos étaient organisées par date et lieu, avec des notes détaillées sur les activités de chaque couple, leur dynamique relationnelle et leur description physique. Certains fichiers contenaient ce qui semblait être des notes de surveillance préliminaires et des plans d'attaque. Les plus glaçantes étaient les photos prises juste avant chaque disparition. Image après image, Vaughn avait capturé des couples dans leurs derniers moments de normalité, souriant, s'enlaçant, totalement inconscients d'être traqués par un prédateur. L'équipe de l'agent Chen avait maintenant suffisamment de preuves pour obtenir des mandats de perquisition pour les propriétés et les appareils numériques de Vaughn. Mais il faisait face à un défi critique. Vaughn surveillait les communications des forces de l'ordre et savait que l'enquête se resserrait. Le 28 octobre 2024, les équipes de surveillance perdirent le contact avec leur cible. Marcus Vaughn s'était évanoui, tout comme ses victimes. Mais contrairement à leur disparition soigneusement planifiée, la fuite de Vaughn était hâtive et désespérée. Il avait commis des erreurs qui allaient bientôt mener à sa capture. La disparition de Marcus Timothy Vaughn déclencha l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire de l'Arizona. Le FBI émit des mandats d'arrêt fédéraux pour de multiples chefs d'accusation, 16 meurtres présumés, enlèvements, harcèlements et violations sur les armes découvertes lors des perquisitions de ses propriétés. La fouille de la résidence de Vaughn à Flagstaff révéla l'étendue terrifiante de son obsession. Son sous-sol avait été transformé en ce que les enquêteurs décrivirent comme un centre de commandement et de surveillance, avec de multiples moniteurs, du matériel photographique professionnel et des cartes détaillées du Grand Canyon marquées des emplacements des victimes. Mais la découverte la plus troublante fut une collection d'objets personnels qui semblaient être des trophées prélevés sur ses victimes. Le téléphone manquant de Brandon Ellis fut retrouvé dans une boîte verrouillée avec des bijoux, des appareils photos et d'autres biens appartenant à des couples disparus au cours des 15 dernières années. L'équipe de l'agent Chen trouva également les journaux détaillés de Vaughn, documentant sa méthodologie et ses motivations psychologiques. Les écrits révélaient un homme consumé par la haine des couples, affichant leur bonheur, se considérant comme l'exécuteur d'une forme de justice tordue contre des gens qu'il estimait ne pas mériter leur chance. Une entrée de journal de 2019, écrite quelques jours après la disparition de Brandon et Natalie,
disait. La blogueuse photographe et son ingénieur logiciel se croyaient si parfaits, documentant leur amour pour que le monde entier le voie. Ils ont appris que certains moments devraient rester privés. Le canyon garde leur secret maintenant. Et ça... La chasse à l'homme s'intensifia lorsque les enquêteurs réalisèrent que Vaughan avait préparé plusieurs itinéraires de fuite et des planques dans tout le sud-ouest. Son activité de photographe avait servi de couverture à de nombreux voyages, lui permettant d'établir des caches de ravitaillement et des identités alternatives dans plusieurs États. Mais Vaughan commit une erreur cruciale qui mena à sa capture. Sa compulsion à tout documenter s'étendait à sa propre fuite. Il ne put résister à l'envie de prendre des photos pendant sa cavale, et ces images contenaient des métadonnées que les analystes du FBI pouvaient traquer. Le 12 novembre 2024, un logiciel de reconnaissance faciale identifia Vaughan dans une station-service à Moab, dans l'Utah, à environ 550 km de sa dernière position connue. Les images de vidéosurveillance le montraient achetant des provisions et du carburant, se préparant apparemment pour une longue période de clandestinité. Le FBI se coordonna avec les forces de l'ordre local pour établir un périmètre autour de la région de Moab, se concentrant sur les zones reculées où une personne avec les compétences de Vaughan pourrait tenter de se cacher. La percée vint d'une source inattendue. Vaughan surveillait les communications des forces de l'ordre avec un équipement radio sophistiqué, mais il ne réalisa pas que les enquêteurs diffusaient de fausses informations sur ces canaux dans le cadre d'une opération de désinformation coordonnée. Le 15 novembre 2024, croyant que les équipes de recherche se concentraient sur des zones au nord de Moab, Vaughan se déplaça vers ce qu'il pensait être un endroit plus sûr dans les montagnes de la Salle. Les équipes de surveillance du FBI suivaient ses mouvements par imagerie satellite et étaient prêtes lorsqu'il sortit de sa cachette. L'arrestation fut rapide et décisive. Les équipes du SWAT encerclèrent le campement de Vaughan à l'aube, le trouvant en train de tenter de détruire des preuves en brûlant des photographies et des documents. Parmi les objets récupérés se trouvaient des plans détaillés pour de futures attaques, y compris des notes de surveillance sur des couples visitant actuellement des parcs nationaux dans toute la région. Les enquêteurs réalisèrent qu'ils avaient probablement empêché d'autres meurtres en capturant Vaughan à ce moment-là. Lors de son premier interrogatoire, Vaughan afficha le comportement calculateur qui lui avait permis d'échapper à la détection pendant plus de 15 ans. Il refusa de fournir des informations sur les restes de ses victimes ou d'admettre un quelconque méfait. Mais les preuves contre lui étaient accablantes. L'analyse de ses appareils saisis révéla des milliers de photographies documentant ses activités de harcèlement, des critères de sélection de victimes détaillés et ce qui semblait être une base de données maîtresse de cibles potentielles. Le plus accablant fut peut-être sa propre documentation des meurtres. Vaughan avait enregistré des notes audio décrivant ses attaques, apparemment pour sa propre gratification psychologique. Ces enregistrements fournirent aux enquêteurs des récits détaillés de la manière dont il avait tué 16 couples en 15 ans. La méthode était constante et horrible. Vaughan approchait les couples dans des endroits isolés, prétendant mener une enquête photographique ou proposant de les prendre en photo. Une fois leur confiance gagnée et qu'ils étaient séparés des autres visiteurs, il les neutralisait avec des tasers ou des sédatifs. Les victimes étaient ensuite transportées vers des lieux cachés dans le canyon que Vaughan avait découverts au cours d'années d'exploration. Il s'agissait de grottes naturelles et de crevasses inaccessibles aux équipes de recherche, où les restes ne seraient jamais retrouvés. Les enregistrements de Vaughan révélaient sa psychologie tordue. Il se voyait comme un artiste, créant des disparitions parfaites et tirait fierté de l'incapacité des forces de l'ordre à résoudre ses affaires. L'agent Chen décrivit Vaughan comme l'un des tueurs en série les plus méthodiques qu'elle ait jamais rencontrés.
Il combinait les capacités de planification d'un tueur organisé avec une connaissance intime du terrain et un accès légitime à son terrain de chasse. C'est remarquable qu'il ait été attrapé. L'enquête révéla également que Vaughn intensifiait ses activités. Des entrées récentes dans ses journaux suggéraient qu'il prévoyait d'étendre ses opérations à d'autres parcs nationaux et avait commencé à développer de nouvelles techniques pour se débarrasser des corps. Le 20 novembre 2024, Marcus Timothy Vaughn fut officiellement inculpé de 16 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, ainsi que d'accusations fédérales liées à des crimes commis sur une propriété fédérale. En raison des preuves accablantes et de la nature odieuse de ces crimes, les procureurs annoncèrent qu'ils requéraient la peine de mort. Mais pour les familles de ces victimes, la capture de Vaughn n'était que le début d'un long chemin vers la justice et le deuil. De nombreuses questions restaient sans réponse, notamment concernant l'emplacement des restes de leurs proches. Rachel Monroe avait réussi sa mission de trouver le meurtrier de sa sœur, mais la victoire avait un goût amer, sans la possibilité de ramener Natalie et Brandon à la maison pour une sépulture digne. Le procès de Marcus Timothy Vaughn débuta le 15 mars 2025, exactement un an après la découverte par Rachel Monroe de la silhouette mystérieuse sur la dernière photo de sa sœur. Les débats attirèrent l'attention internationale, devenant l'une des affaires de tueurs en série les plus importantes de l'histoire des parcs nationaux. La procureure Jennifer Walsh construisit son dossier méthodiquement, présentant les preuves de criminalistique numérique qui avaient résolu l'affaire et la documentation exhaustive des crimes de Vaughn trouvés en sa possession. « Mesdames et messieurs les jurés », déclara Walsh dans sa déclaration liminaire, « l'accusé n'a pas seulement tué 32 personnes en 15 ans. Il les a chassées, il les a traquées, il a documenté leurs derniers moments pour sa propre gratification perverse. Et il a fait tout cela en se cachant derrière la façade d'un photographe professionnel. » Les preuves présentées étaient accablantes. Rachel Monroe témoigna de son analyse du selfie qui avait révélé la présence de Vaughn. L'agent Chen détailla le profil comportemental et l'analyse des schémas qui le reliaient à de multiples disparitions. Des dizaines de membres des familles firent des déclarations sur l'impact des crimes, décrivant les effets dévastateurs de la disparition de leurs proches. Mais le témoignage le plus puissant vint peut-être de l'inspecteur James Harrison, qui n'avait jamais oublié son malaise face à l'enquête initiale sur la disparition de Brandon et Natalie. « Pendant 5 ans, je me suis demandé si j'avais manqué quelque chose qui aurait pu empêcher d'autres morts, » dit Harrison au jury. « La preuve était là, sur cette photo, depuis le début. Nous n'avions simplement pas la technologie pour la voir clairement. » La défense de Vaughn tenta de soutenir que les preuves étaient circonstancielles et que sa présence au canyon pouvait s'expliquer par son activité légitime de photographe. Ils affirmèrent que les trophées retrouvés étaient des objets qu'il avait trouvés lors de ses explorations et non pris à des victimes. Mais cette stratégie s'effondra lorsque les procureurs diffusèrent les propres enregistrements audio de Vaughn, décrivant ses attaques avec des détails crus. Les enregistrements confirmèrent non seulement sa culpabilité, mais révélèrent la nature calculée de ses crimes et son absence totale de remords. Le moment le plus émouvant du procès survint lorsque Rachel Monroe fut autorisée à jouer un fichier audio amélioré, récupéré du téléphone endommagé de Natalie. Le fichier contenait la voix de sa sœur lors de leur dernier jour, décrivant la beauté du canyon et son enthousiasme à l'idée de partager cette expérience avec Brandon. « Mais cet enregistrement représente les derniers moments de bonheur que ma sœur a connus, » témoigna Rachel. Pendant qu'elle parlait de la merveille de la nature et de son amour pour Brandon, Marcus Vaughn l'observait à travers l'objectif d'un appareil photo, planifiant son meurtre. Le 8 avril 2025, après moins de 4 heures de délibération, le jury rendit des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation.
La rapidité de leurs décisions reflétait la nature accablante des preuves et l'ampleur effroyable des crimes de Vaughn. Pendant la phase de détermination de la peine, les familles des 16 couples de victimes furent autorisées à présenter des déclarations. L'effet cumulé fut dévastateur, montrant les répercussions des actions de Vaughn sur des dizaines de familles et de communautés. David et Susan Brooks, les parents de Nathalie, parlèrent des 5 années d'incertitude et de faux espoirs qu'ils avaient endurés. « Nous n'avons jamais pu dire au revoir à notre fille, » dit Suzanne en larmes. « Nous n'avons jamais pu la faire reposer en paix. Marcus Vaughn n'a pas seulement pris la vie de Nathalie, il nous a volé notre capacité à faire notre deuil et à trouver la paix. » Le 15 avril 2025, le jury recommanda la peine de mort pour Marcus Timothy Vaughn. La juge Patricia Rodriguez le condamna formellement à mort, qualifiant ces crimes parmi les actes de violence les plus calculés et les plus odieux que ce tribunal ait jamais connus. Mais la victoire judiciaire n'apporta qu'une paix partielle aux familles. L'emplacement des restes des victimes restait inconnu, et Vaughn refusait de coopérer avec les autorités, même après sa condamnation. Cependant, le travail de Rachel Monroe était loin d'être terminé. Utilisant les cartes et les notes détaillées trouvées en possession de Vaughn, elle se joignit aux équipes de recherche tentant de localiser les zones cachées où il s'était débarrassé des corps de ses victimes. L'effort de recherche, mené par des équipes spécialisées en sauvetage spéléologique et des anthropologues légistes, se concentra sur les zones reculées du canyon que Vaughn avait marquées dans ses journaux. Ces endroits se trouvaient souvent à des centaines de mètres sous le rebord, accessibles uniquement par escalade technique ou en rappel. Le 3 juin 2025, les chercheurs firent leur première découverte significative. Dans un système de grottes dissimulé à environ 5 km de Hopi Point, ils trouvèrent les restes de 4 individus, ainsi que des objets personnels qui les identifièrent comme des victimes des premiers crimes de Vaughn. La découverte apporta une certaine forme de paix à ces familles, mais elle confirma également la sombre réalité que retrouver toutes les victimes de Vaughn serait un processus de plusieurs années, si tant est que ce soit possible. Rachel Monroe continue de travailler avec les forces de l'ordre, appliquant son expertise en criminalistique numérique à des affaires non résolues à travers le pays. Elle est devenue une ardente défenseur des familles de personnes disparues et a créé la fondation Brooks Ellis, qui fournit des analyses criminalistiques avancées pour les cas manquant de ressources. Ce qui est arrivé à Nathalie et Brandon était évitable, a déclaré Rachel dans une récente interview. Si les forces de l'ordre avaient un meilleur accès aux outils de criminalistique numérique avancés, des schémas comme celui de Vaughn pourraient être identifiés beaucoup plus tôt. Nous ne pouvons pas ramener ceux que nous avons perdus, mais nous pouvons utiliser la technologie pour prévenir de futures tragédies. Pictobdi. L'affaire du gardien du canyon a entraîné des changements significatifs dans la manière dont les parcs nationaux gèrent les enquêtes sur les personnes disparues. De nouveaux protocoles exigent une analyse criminalistique numérique immédiate des appareils retrouvés, et les gardes du parc reçoivent désormais une formation pour reconnaître les schémas de comportement prédateur. Marcus Vaughn reste dans le couloir de la mort à la prison d'État de l'Arizona, où il continue de refuser de coopérer avec les autorités, cherchant à localiser d'autres victimes. Son processus d'appel devrait durer des années, mais les experts juridiques estiment que sa condamnation sera maintenue, compte tenu des preuves accablantes contre lui. Pour l'inspecteur James Harrison, aujourd'hui à la retraite, l'affaire représente à la fois une justification et un regret. Nous avons obtenu le bon résultat à la fin, mais cela a pris trop de temps et a coûté trop de vies. La technologie qui a résolu cette affaire existait des années avant que nous sachions comment l'utiliser correctement.
Et il y a pas. Le Grand Canyon continue d'attirer des millions de visiteurs chaque année, la plupart d'entre eux découvrant l'émerveillement et la majesté que Brandon Ellis et Natalie Brooks avaient espéré partager avec le monde. Mais pour ceux qui connaissent toute l'histoire, le canyon recèle des secrets plus sombres dans ses profondeurs. Rachel Monroe se rend à Hopi Point chaque année, à l'anniversaire de la disparition de sa sœur. Elle apporte des tirages améliorés de ce dernier selfie, l'image qui a résolu l'affaire mais n'a pas pu sauver les vies déjà perdues. Nathalie voulait montrer aux gens la beauté de cet endroit et les inciter à le protéger, réfléchit Rachel. D'une certaine manière, sa dernière photo a fait exactement cela. Elle a démasqué un prédateur qui détruisait cette beauté depuis 15 ans. Le gardien du canyon est peut-être derrière les barreaux, mais les histoires de ses victimes perdurent, rappelant que même dans les espaces naturels les plus précieux d'Amérique, la vigilance et la conscience restent essentielles à la sécurité. Et parfois, la preuve la plus importante se cache à la vue de tous, attendant la bonne technologie et la bonne personne pour révéler la vérité qui a toujours été là. L'enquête a été officiellement close le 14 août 2025, mais la recherche d'autres victimes se poursuit. Le travail de Rachel Monroe a inspiré une nouvelle génération de spécialistes en criminalistique numérique, qui comprennent qu'à l'ère moderne, chaque photographie, chaque appareil et chaque empreinte numérique raconte une histoire. Certaines histoires révèlent la beauté et l'émerveillement. D'autres exposent une obscurité qui se cachait dans l'ombre, attendant d'être mise en lumière. Pour Brandon Ellis et Natalie Brooks, leur dernier selfie est devenu la clé de la justice qu'ils ne savaient pas qu'ils fournissaient. Leur histoire d'amour, brisée par la haine d'un prédateur, a finalement sauvé d'autres couples d'un sort identique. En fin de compte, l'obsession du gardien du canyon à documenter ses crimes est devenue sa chute, prouvant que la vérité trouve toujours un moyen de surgir, même des ombres les plus profondes.